Arrêté ce matin à Los Angeles pour avoir essayé de transformer la pancarte Hollywood en Hollyboob vous parle des vues qu'il visionne devant l'Éternel. Et un de ces gars-là, c'est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Écoute, Alex, justement, on a un peu moins de nouvelles cinéma à raconter cette semaine. Alors, c'est en fait véritablement les 6 personnes qui ont été transformées la pancarte Hollywood en Hollyboob. Est-ce que c'est des héros, des voyeurs de vue ou c'est des ennemis? C'est difficile à dire, je te dirais. L'histoire va parler pour ça. Tu sais, quand tu es dans des grands remous sociétals, tu t'en rends pas nécessairement compte avant plus de passer ça. Genre. Absolument, oui. Tu sais, mettons, là, 2012, là, le printemps érable, là, on était dedans, mais on y repense plus par après, j'imagine, je sais pas. Mais fait que c'est ça, Hollyboob pandémie, peut-être reparle-moi-en en 2024. Oui. C'est une fois qu'on a eu du recul, on va pouvoir vraiment voir l'image claire de ce qui se passe avec ça. Avant qu'on continue, j'aimerais ça lire des reviews car nous sommes disponibles sur moult de plateformes, dont Apple Podcast, et on vous encourage à nous donner 5 étoiles et nous écrire des reviews. Ça nous aide à être plus visible dans l'algorithme des plateformes. Fait que par conséquent, c'est une façon que vous pouvez aider les voyeurs de vue gratuitement. Vous nous écrivez un mot, vous donnez 5 étoiles. Fait que ça nous permet d'être plus visible de par les gens et de gagner plus de notoriété, ce dont on est avare. On le sait qu'il y a du monde qui nous ont donné vraiment moins d'étoiles. On assume que c'est Mathieu Bock-Côté ou des bot accounts ou des alt accounts de Mathieu Bock-Côté. Mais en attendant... étrangement, je regarde ça en ce moment, puis on est à 5 sur 5. On est à 5 sur 5, mais il y a quand même quelqu'un qui nous a donné 2 sur 5, mais ça fait un average quand même de 5 sur 5. Oh yeah! Donc, tu vois comment on est puissant. On est très puissant. On défait les maths. Oui, c'est ça, les chiffres. Parce que nous autres, on parle du cinéma, tu sais, les images. Et les images sont plus fortes que les chiffres. Voilà. C'est bien connu. Parce que bien sûr, les images valent 1000 mots et 1000 mots est plus fort qu'un chiffre. Fait qu'on aimerait ça, premièrement, on va remercier les gens qui nous ont écrit des reviews, comme Olivier Hugo, qui, sa review dit « Une aventure fantastique. Chaque semaine est une nouvelle aventure. » Moi, ce que j'aime avec ça, c'est qu'on ne sait pas si, dans le fond, Olivier Hugo a nécessairement écouté le podcast. Il a peut-être qu'il pensait qu'il parlait d'un autre podcast, mais même s'il ne voulait pas nous attribuer de ce 5 étoiles-là, on le prend, on l'apprécie, on l'aime. Écoute, beggars can't be choosers, comme on dit en anglais. Exactement. Et Guillaume Despellerin dit « Un des meilleurs podcasts de cinéma, 2 grands passionnés du cinéma qui nous partagent leurs impressions sur des nouveautés cinématographiques ou sur des films qu'ils ont sortis de la voûte. Leur culture du cinéma nous permet de comprendre le contexte de certaines œuvres et d'y ajouter une profondeur. Très bon podcast. » Alors, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Et quelqu'un qui se nomme « Someone already has my name », point d'interrogation, dit « Du génie. C'est le podcast que je ferais si j'avais un podcast. J'approuve chaque chose dite par les animateurs. » Merci beaucoup, Someone Already Has My Name. C'est, ma foi, quasiment autant de support qu'on reçoit dans la vraie vie de nos êtres chers. Alors, merci. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit. C'est étrange. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ensuite, j'aimerais ça aussi mentionner que on a une chaîne YouTube sur laquelle j'upload toujours le nouvel épisode que vous pouvez écouter justement juste en audio avec un graphique. Et je rajoute lentement des anciens épisodes si c'est une façon que vous préférez écouter les voyeurs de vue sur la chaîne YouTube. On les rajoute constamment et si vous
vous abonnez à la page Facebook, ben vous, nous, à la page Facebook, à la page YouTube, ben au channel, on peut avoir notre propre URL et peut-être même commencer à avoir des pubs. Qui sait un jour faire 35 sous aux 3 mois sur cette belle émission. C'est ça, je faut chercher les voyeurs de vue sur YouTube. On est là, ben, on ne peut pas encore vous donner un URL custom. Et aussi, là, je pense qu'Alex, on peut dire que cette semaine, ou du moins la semaine passée, il y a un certain film dont on parle beaucoup, dont la date de sortie a été annoncée. Oui. Ce faisant, créant un petit plan pour les voyeurs de vue pour le mois prochain. C'est exact. Donc, Justice League qui sort le 19 mars, c'est bien ça? Le 18 ou le 19? Peut-être qu'il sort genre le jeudi soir, le jeudi ou 19, le vendredi. Ouais, c'est ça. Donc, à la mi-mars, là, admettons, là. Mm-hmm. Pense pas que je vais avoir un lien pour le Snyder Cut. Donc, on sait jamais à l'avance avec le Vaudeville, avec le nouveau système, qu'est-ce qu'on va voir plus qu'une semaine à l'avance. Sauf que là, on s'est donné un autre petit but. Mm-hmm. C'est de se rendre au Snyder Cut. Donc, de suivre les connexions de sorte à ce que quand le Snyder Cut va sortir, il va être canon dans la suite des voyeurs de vue. Mm. Ce qui est quand même pas si difficile que ça parce qu'il y a du monde en esti dans ce film-là. Oui, absolument. C'est pas super compliqué, je te dirais. Puis tu sais, il y a aussi Zack Snyder a fait d'autres films. Fait que tu sais, dans le pire des cas, on peut y passer par Zack Snyder. On peut regarder Sucker Punch ou Dawn of the Dead, le remake. Dawn of the Dead, 300. C'est des films gros. qui sont pas full bons, hein, mais en tout cas, ouais. C'est pas que c'est ça. En fait, c'est pas qu'ils sont pas full bons. Il me semble que le remake de Dawn of the Dead est correct, là, mais ça me tente pas de le regarder. Fait que peut-être qu'on n'arrivera pas de cette façon à... 2 semaines back-to-back de Zack Snyder, on se taxe là-dessus. Là. Ça serait beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'on ne devrait pas faire ça, mais il y a d'autres façons, comme tu as dit. Puis en plus, pas juste 2 semaines back-to-back, mais le deuxième, c'est 4 heures de Zack Snyder. Fait qu'on est en train de s'enligner pour 6 heures d'affilée de Zack Snyder. T'sais. Ce que je ne crois pas et ce que je ne vois pas comme une nécessité. Non. Dans ma vie, mettons. T'sais. Surtout là, pour vous montrer un peu à l'envers du rideau, là, j'ai commencé à travailler un peu plus, donc j'ai moins de temps de regarder 10 films dans la même journée. Chose que j'avais commencé à faire juste quand j'avais plus de job. Là, comme depuis le début de la pandémie. Au début de la pandémie, j'avais vraiment de la misère à regarder des films. Là, ça s'est vraiment bonifié. J'étais rendu full bon. Maintenant, je dois travailler toute la journée. Fait que là, c'est pour ça que, tu sais, comme même justement le film qu'on va parler aujourd'hui, qui est quand même un long film, c'est presque insurmontable. Je me rappelle qu'est-ce que c'était d'avoir, mettons, un travail, une vie et des choses que je devais faire et ainsi de suite. Là. Fait que c'est ça. Fait que, en conclusion, Zack Snyder, peut-être, on ne sait pas encore évidemment comment on va se rendre là, mais là, ça nous donne combien de semaines, Yannick, pour se rendre Je te dirais que ça nous donne 6 semaines, si je ne m'abuse. Si on... 6 semaines après cet épisode-ci, je crois qu'on est là parce que justement, on sort le jeudi, puis le Snyder Cut, je crois qu'il sort le jeudi ou le vendredi. Fait que ça va être la semaine suivante. Alors, je crois qu'on est à 6 semaines du Snyder Cut. The Road to Snyder Cut Mania starts here. J'ai vraiment hâte de voir où ça va nous amener tout ça. Aujourd'hui, on a vu, ils ont révélé sur Twitter une image du Joker de Jared Leto qui semble maintenant ressembler beaucoup plus au Joker de Joaquin Phoenix avec des longs cheveux graisseux et plus, je sais pas là, plus une allure de clownesque un peu moins hot topic. Ouais, pas sûr qu'il va avoir damage tatoué en haut du front, celui-là. Là. Écoute, j'ai vu The Little Things il y a une couple de semaines, là, le film de Denzel Washington qui est sorti, puis dedans, il y a Jared Leto. Et Jared Leto en fait beaucoup, comme il en fait beaucoup en général dans... Mais Rami Malek en fait tellement plus que Jared Leto, t'es comme, ouais, correct, c'est un bon acteur, lui, Jared Leto. Il est chill. Il est comme organique dans ça parce que Rami Malek est comme... Je sais que c'est pas de sa faute à Rami Malek, sa bouche est comme ça. Mais la bouche de Rami Malek, juste de par son existence, en fait trop, ça devient difficile. La face naturelle que Rami Malek a quand il fait pas de face, son resting bitch face, est très suspicieuse. Ouais. Quand tu regardes un mystère, mettons un film où il y a un mystère central, c'est comme
Suspicieux. Il essaie de cacher quelque chose, mais en fait, ce qu'il essaie de cacher, c'est ses grosses dents. Ouais. Mais, mais tu sais, je veux dire... Puis encore là, c'est pas de sa faute, là, ses dents, c'est la face avec laquelle il est né. Mais ça colore un peu ses performances, je te dirais. En tout cas, vraiment hâte de voir Jared Leto qui va être 4 minutes max dans ce film-là, j'imagine. Il va être minusculement dans ce film-là. Dans Snyder Cut. Bref, moi, j'étais sûr, premièrement, que ça allait sortir cet été-là. J'étais sûr que c'était dans le mois de mai là, qu'on allait finalement avoir la gloire du Snyder Cut. Mais finalement, comme on en a parlé, on va l'avoir avant le vaccin. Alors, tu sais, j'ai très hâte. J'ai très hâte de pouvoir le voir, de pouvoir l'absorber et comme d'en avoir fini. Ouais, moi aussi. Je vais pouvoir mettre ça derrière moi et laisser tout le Snyderverse de ces films-là derrière moi et ça va être bon, ça va être soulageant. Mais tu sais, il y a aussi là, il y a un autre problème aussi qui pourrait survenir, c'est que d'un coup que le Snyder Cut ne satisfait pas les Snyder Bros et qu'ils voient là, genre, un ersatz Snyder Cut, puis qu'ils voient ça, puis ils font c'est pas le vrai Snyder Cut, il y a un vrai Snyder Cut. Montrez-moi le vrai Snyder Cut, tu sais. Ça peut construire comme toujours, comme QAnon, ça là. Puis, ouais, c'est Where we go one, we go all to see Superman's black suit, là, c'est ça. On pourra rien y faire, man. Ça va continuer de même, peut-être pour le reste de notre vie, esti. Écoute, ben, regarde. Donald Trump, il est parti comme un moment donné. Là. Ça aussi, ça va partir immédiatement, j'espère. Mais là, regarde, parlons d'un film qui dure 3h17, mais qui est plus court que le Snyder Cut. Oui. On commence, la route vers le Snyder Cut commence ici. Elle commence avec La liste de Schindler, qui est sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg, écrit par Steven Zaillian, basé sur le livre Thomas Keneally. Thomas Keneally, oui, qui s'appelle Schindler's Ark. Et le film suit Oscar Schindler, qui est un industrialiste, genre. Oui, c'est ça, un homme d'affaires qui run des manufactures, qui, durant l'occupation de la Pologne, est plus particulièrement de Cracow durant la Deuxième Guerre mondiale, décide d'engager des réfugiés de l'Holocauste, des réfugiés juifs polonais, afin de les faire travailler dans ces manufactures, afin de les rendre essentiels à l'effort de guerre pour pouvoir sauver le plus de leur vie possible. Ça, c'est comme le film en une ligne. On n'est pas tant que ça avec Oscar Schindler dans le film et Oscar Schindler comme nous ouvre une porte ou du moins une fenêtre à vivre c'était quoi être à Cracow puis être dans la population juive lors de l'occupation nazie. Et c'est 3h17 de ça. Et c'est tout qu'un film. Parce que je ne sais pas à quel point tu peux vraiment décrire l'intrigue. Tu sais, Oscar Schindler qui, tant bien que mal, essaie de faire des deals. Il y a Ishtak Stern qui est son comptable, qui est comme sa conscience, qui est joué par Ben Kingsley. Ben Kingsley qui est d'ailleurs le lien qui nous amène de Love Guru, passé à la liste de Schindler. Qui est comme son genre de Jiminy Cricket, là, qui est sa conscience. Ben, qui est un juif polonais aussi, qui plusieurs fois à travers le film, il doit sauver parce que constamment les nazis viennent le pogner puis disent qu'il n'est pas un travailleur essentiel. Ça, j'ai trouvé ça quand même whack qu'il utilise cette nomenclature-là pour des prisonniers de camps de concentration, genre des travailleurs essentiels, une affaire qu'on entend beaucoup maintenant. Mais une chose que je voulais noter avant qu'on continue, c'est que au début, Schindler son but, c'est pas de sauver les Juifs, c'est d'avoir de la main-d'œuvre cheap parce qu'il veut vendre. En fait, ce qu'il vend, c'est comme des pots, des assiettes, puis des chaudrons. Tasses, des chaudrons en émail. Puis il se rend compte que c'est une façon plus cheap parce qu'il vend les chaudrons, ces trucs-là, directement à l'armée. Fait que dans le fond, lui, il a trouvé une gamique parfaite. L'armée lui amène des Juifs. Il revend son affaire à l'armée. Il n'a pas besoin de les payer aussi cher que des Polonais, gentiles. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais. Fait qu'au début, il rentre dans ça avec purement l'appât du gain dans son cœur. Il n'y a aucun désir de les aider au début.
mais il joint l'utile à l'agréable, non, mais il trouve une façon, mettons, de bénéficier de quelque chose de terrible qui se passe autour de lui. Même à travers tout le film, lui, il veut vivre le high life. Il aime ça faire le party, il aime ça avoir des femmes avec lui, puis des beaux suits. Puis il voit là une façon de continuer à avoir ça, même si la Pologne est en guerre. Mm-hmm. Puis c'est justement Ben Kingsley le pousse lentement vers tu prends cette personne-là, tu prends cette personne-là, tu prends cette personne-là pour essayer de sauver le plus de monde possible. C'est comme ça son Dominique Riquette. À travers ça, il y a bien sûr l'occupation nazie qui est absolument terrible, mais on rencontre Amon Goth, qui est un des meilleurs noms de méchants qui est une vraie personne. Ouais, j'ai entendu dans ma vie. Écoute, Ralph Fiennes a joué comme 2 gros méchants cinématographiques avec 2 solides noms. Amon Goth et Voldemort, là, c'est comme des noms que tu le sais sont méchants. Puis lui, il devient comme il est comme un genre de gestionnaire nazi qui est absolument terrible. C'est un Untersturmführer, ça veut dire le 2e lieutenant. Puis il y a beaucoup justement de gossage de main-d'œuvre entre lui et Schindler, puis essayer de gagner, de sauver du monde, des affaires comme ça. En plus que tu le vois, lui, être un être abject. Et bref, on passe tout le film à travers ça. Et tu sais, on ne peut pas vraiment raconter plus d'histoires que ça parce qu'après, c'est des caméras qui rôdent à travers différents duos, couples, groupes de gens qui sont opprimés par les nazis, puis la réalité qu'ils vivent à différentes étapes. Puis c'est ça comme... C'est tellement comme simple et énorme en même temps comme film, comme histoire racontée, que je ne sais pas plus comment le synopsiser davantage. Mais je pense pas que c'est nécessaire parce que Schindler's List, comme tu t'assis dedans comme un genre de truc de réalité virtuelle, de voir comment c'était être à cette époque-là, mais en cinéma. Là. C'est vraiment comme ça. Là. Ben, tu sais, je pense que pour parler de Schindler's List, on peut aussi commencer par le contexte autour de ça, parce que, tu sais, maintenant, c'est un film qui fait partie de la culture au sens large. C'est un film que tout le monde sait c'est quoi quand tu dis Schindler's List, les gens savent. Mais ce n'est pas toujours été le cas, parce que dans le fond, Steven Spielberg a fait Schindler's List, puis c'est sorti la même année que Jurassic Park. Oui. Maintenant aussi, c'est plus commun des films avec des scènes de camps de concentration dedans. À cette époque-là, ça l'était pas mal moins. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y avait des films où des scènes se passaient dans des camps de concentration. Il y avait évidemment beaucoup de films de la Deuxième Guerre mondiale, des films de l'Holocauste. Il y avait genre une mini-série avec Meryl Streep qui s'appelait Holocaust, qui était comme un gros hit en 1980. Mais c'était très controversé quand Spielberg a décidé de faire ce film-là parce que beaucoup de gens voyaient ça comme la Hollywoodification de l'Holocauste. Parce qu'ils voyaient, puis je comprends aussi ça, de dire, ouais, mais Spielberg, il a fait Jurassic Park, il a fait Hook. Je pense que son film tout de suite avant, c'était Hook. Puis là, tu regardes Hook, puis tu fais, ben, qu'est-ce qu'il va faire de l'Holocauste? Il y a beaucoup de gens qui étaient des survivants de l'Holocauste, des camps de concentration, qui étaient encore vivants à cette époque-là. Maintenant, il y en a de moins en moins, parce que ça fait quand même presque 30 ans que le film est sorti. Puis c'était super controversé. Puis un peu ce qui se passait à cette époque-là, c'est que les gens disaient, ben, il faut que ça soit un film qui va être fait par quelqu'un qui a survécu à l'Holocauste. Puis les 2 personnes à ce moment-là qui étaient comme les mieux placées pour ça à Hollywood, qui n'étaient pas Spielberg, Spielberg qui est né après la guerre, de toute façon, c'était Billy Wilder ou Roman Polanski. Roman Polanski, éventuellement, a fait son film de l'Holocauste, a fait Le Pianiste en 2002. Puis Billy Wilder, ben, c'est pas vraiment dans ses cordes, je te dirais. Là, mais c'est pas vraiment, non. C'est pas son affaire à lui. Mais oui, c'est vraiment intéressant que tu parles de ça parce que pour faire un petit peu de recherche pour notre épisode, sur Crave, en fait, sur HBO, il y a un documentaire de 2h30 qui s'appelle Spielberg, qui est vraiment un overview de sa carrière, puis qui est aussi très Steven Spielberg, c'est le best, il est donc bon. Une posture dans laquelle je suis totalement d'accord. D'ailleurs, tu sais,
Juste pour dire, faire une parenthèse, là, faire ça back-to-back et le sortir back-to-back la même année, Schindler's List puis Jurassic Park, là, personne n'a flexé de même depuis. Là. Ben, lui, il a tenté de reflexer avec The Post et Ready Player One qui ont été faits en même temps. Mm-hmm. C'est pas tout à fait le même niveau de film, je te dis. Non, c'est clair, c'est pas le même niveau. Un genre de prequel sympathique à All the President's Men, puis la meilleure adaptation possible d'une affaire absolument pourrie. Mm-hmm. Dans le cas de Ready Player One. C'est ça, personne n'a flexé de même depuis, là, de sortir comme les deux extrémités de power cinématographique grand public comme ça, puis je trouve ça vraiment écœurant. Je suis même prêt à dire que pour tout le monde qui... Tu sais, Steven Spielberg, il est comme l'image iconique de quoi qu'un réalisateur a de l'air. Tu sais, quand tu vois comme... tu te rappelles-tu qu'il y avait les pubs au Banque Scotia au début de voici du popcorn gratuit, puis ils font semblant de tourner une pub avec les gens, puis le comédien, tu sais, il a l'air de Steven Spielberg. Quand tu vois un réalisateur dans un film, il a vaguement l'air de Spielberg. Il y a une calotte, puis une barbe, puis une chemise carottée, puis des lunettes. Là, ouais. Mais bref, autant qu'il est iconique, je pense qu'il est quasiment sous-estimé pareil, pour tout ce qui semble chier. Ouais, d'un certain sens, ouais. Mais bref, c'est drôle parce que justement, le documentaire dont je parle, Spielberg, il y a beaucoup de ce qui est bon, puis il y a beaucoup de. Tu sais, genre, Tom Stoppard, il est là. Il aime ça, le sentimentalisme. Je comprends pas, mais en tout cas, il aime ça. Hein? Il aime ça. Puis il y a beaucoup de chroniqueurs cinéma qui sont comme. Ah ouais, ça, là, toutes ces affaires-là, les E.T., là, de l'hostie d'enfantillage. De l'enfantillage du Moses. On pensait tout qu'il était une coquille vide, puis à cette époque-là, on avait raison. Puis, tu sais, tout, c'est tout de même comme varloper. Tu sais, il y a juste quelqu'un de aussi établi qui peut comme se laisser varloper dans son propre documentaire. Ouais. Mais pour continuer à ça, c'est que, tu sais, Steven Spielberg, il s'est fait mettre le livre dans ses mains en 82-83. Par le Big Boss de Universal, puis il a dit comme ah non, tu sais comme je veux le faire, mais il faut que j'attende 10 ans, genre. Je suis pas encore là, puis je peux pas encore le faire. Puis clairement, il le savait parce qu'il a attendu juste assez longtemps. Puis aussi, justement, le documentaire, c'est intéressant parce que ça rentre sur comment il avait honte de ses origines juives quand il était jeune. Parce que dans le quartier où il vivait, genre, ça faisait lui juste encore plus un outsider. Il parle de comment il y avait vraiment comme il avait honte de ça quand il était jeune, puis que c'est une partie de son identité qu'il avait vraiment renié. Et que quand il a rencontré Kate Capshaw sur le plateau de Raiders of the Lost Ark, puis qu'il voulait se marier, elle tenait à se marier avec dans la tradition juive. Et il dit que ça l'a comme ramené l'identité juive dans ma vie, puis ça l'a comme... C'est ça qui a fait comme OK, là, je pense que je vais faire Schindler's List. Puis c'est là qu'il est devenu comme 100% dans cette partie-là de son origine. Puis je pense que le film et le résultat, il n'a pas reconnecté avec cet aspect-là culturel de lui à moitié. Là. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Schindler's List? Là? À moins que tu aies plus de contexte pour nous. Ben là, je voulais juste parler du fait que, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose là. Spielberg n'a pas été payé pour ça. Il n'a pas reçu de salaire de Schindler's List parce qu'il considérait ça du blood money, de l'argent sale. Ce qui est quand même intéressant, tu sais. Puis aussi, les autres, je check ça, genre les autres réalisateurs qui ont été approchés. Spielberg avait le projet, tu sais. Puis il voulait pas le faire. Fait qu'il cherchait des gens pour faire le film. Puis il a demandé à Scorsese, Sidney Pollack et Brian De Palma. Puis là, moi, j'imagine la version de Schindler's List de Brian De Palma. Puis je suis content en esti que ça n'existe pas, là. Mais parce que, tu sais, il y a des choses que Kubrick avait dit comme à l'époque de la sortie que c'était pas un film sur l'Holocauste, vraiment parce que c'était un film sur un triomphe. Tu sais, il dit dans l'Holocauste, il y a 6 millions de personnes qui sont mortes, mais dans ce film-là, il y en a 600 qui sont pas morts. Tu sais. Puis c'est pas ça, l'Holocauste. Fait qu'il y avait des détracteurs, certainement, mais juste de penser, tu sais, où le premier grand film sur l'Holocauste qui serait sorti, qui sort de la plume de Brian De Palma, je trouve ça absurde, là, fois 1000. Je suis comme pas capable d'imaginer.
Mais oui, donc, mon appréciation pour ça, je l'avais vu déjà 2 fois. Je l'ai vu, j'en ai parlé un peu la semaine passée. Au secondaire, dans mon cours d'histoire, je vais être en secondaire 2. Puis, ben, une chose que je me rends compte, c'est que les périodes au secondaire durent comme 50 minutes. Puis ce film-là dure genre 3 heures et quart. Fait que j'ai dû le regarder sur comme possiblement plus qu'une semaine. Maintenant que j'y pense, c'est pas la meilleure façon de synthétiser un film. Là. Mettons, quand tu as 14 ans et tu le regardes en bout de 45 minutes à chaque 2 jours. Là. Puis je l'ai réécouté une autre fois depuis ce temps-là, puis ça devait être, je pense, à l'université, parce qu'il me semble que j'avais un cours sur les films de guerre. Tu sais quoi, que je dirais pas que Schindler, c'est un film de guerre, mais tu sais, c'est un film guerre adjacent. Mm-hmm. Et c'est un film qui a toujours, tu sais, qui est resté avec moi. Puis c'est ça, en le regardant hier, quelque chose qui arrive de temps en temps au show, c'est que je m'en rappelle de tout. Tu sais. Je t'aurais pas dit que ça se passe dans cet ordre-là exactement, mais chaque scène était un peu comme brûlée dans ma mémoire. Puis ça, c'est difficile. Tu sais, c'est quelque chose qui est relativement unique à un film aussi long et aussi pas le fun, avec des choses dedans que tu désires oublier. Oui, absolument. Des scènes qui sont plutôt marquantes. Tu sais, je pensais à celle-là qui m'a comme un peu trigger. J'imagine que je l'ai regardé parce que je m'en souvenais puis je m'en souvenais pas. C'est la scène où Amon Gert sort un dude de l'usine parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de mal, là, mais pour l'abattre dehors, puis son gun ne marche pas. Son gun colle. Fait que le gars, il est à genoux, puis il prie pour sa vie, puis tout ça, puis il dit « j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Amon Gert, lui, il est pris avec la technologie qui ne fonctionne pas, qui l'empêche de faire sa tâche. Et jamais il pense au fait qu'il y a un humain. C'est un peu weird parce que ça te démontre, dans le fond, que aussi, genre, sadique puis fucked up que ce dude-là il pense quand même qu'il fait du travail. Parce qu'il n'est pas comme en train d'avoir du plaisir à regarder ce dude-là souffrir. Ça le fait chier parce que son gun ne marche pas. Il veut que son gun fonctionne pour qu'il puisse continuer à faire son travail. T'sais. C'est sûr que des fois, comme une des affaires qui revient souvent dans le film, c'est qu'il sort sur son balcon en bed-end puis il snipe du monde pendant il joue à Fortnite. Ça, je peux pas dire. Ça, c'est exactement le contraire de ce que je viens de dire qui se passe dans l'autre scène. Là. Donc, c'est effectivement un esti de fucker. Ce genre de ces scènes-là sont tellement, puis sont tellement fucked up, puis sont tellement, pour ce qu'on associe à Spielberg, tellement pas du Spielberg, c'est appuyé. Spielberg, on va dire, c'est souvent appuyé, puis il trouve exactement le bon spot pour appuyer l'affaire, puis tu te rends pas compte que la musique est quand même quétaine, puis tout ci, puis ça. Puis dans Schindler's List, il enlève presque tout ça. T'sais. Ouais, il n'y a pas de zoom, genre, dans Schindler's List. Il n'y a pas, tu sais, la caméra se promène, puis c'est ça. Ben, c'est très caméra à l'épaule. C'est ça. Il avait été inspiré par Shoah, qui est un film de Claude Lanzmann, qui était avant Schindler's List, mettons, ben, je sais pas si dire l'autorité sur les films d'Holocauste, mais c'est un esti de long documentaire, je pense que ça dure 9 heures. Comme du footage des camps de concentration, puis tout ça, puis des camps d'extermination. Puis il s'est inspiré un peu de l'aspect documentaire de ça. Même si Claude Lanzmann, il était comme c'est vraiment problématique de faire de la fiction avec quelque chose d'aussi horrible, tout ça. Lui, ça en était un autre qui était comme un détracteur de Schindler's List, mais ça l'a tout de même joué dans la facture visuelle qui est, je dirais, quand même pas mal léchée, mais pas ostentatoire comme elle serait dans d'autres films de Spielberg où tu sais, le but est un peu de voir ce qu'il fait, d'admirer le doigté et la prestidigitation cinématographique. Tandis que là, c'est un peu plus c'est plus raw. Oui, absolument. C'est vraiment incroyable que ça, c'est back-to-back avec Jurassic Park, où ce que là, c'est des personnages entièrement numériques pour la première fois, puis là, c'est un push-in sur une face enthousiasmée de voir un dinosaure, tandis que là, tu vois juste du monde poigné dans une rivière de misère et terrible et de meurtre. Puis justement, pour tu sais, Amon Gert, c'est comme ce que tu parles, c'est vraiment intéressant comment qui est justement écrit ou qui est souvent montré dans un personnage avec un job, parce que tu sais, il y a une scène où il parle avec Schindler, ils sont devant comme un brasier où ce qui brûle des cadavres et puis tu vois Liam Neeson et Ralph Fiennes qui sont encadrés par des flammes et de la fumée noire. Tu sais, c'est une affaire de l'enfer. Puis là, il est comme...
Can you believe I have to do this shit too? Tu sais, il est vraiment comme... Ouais. Même sa scène d'intro il est comme enrhumé dans un char, puis il est comme... Il fait fucking fret, pourquoi que le toit il est pas monté? Il est tout le temps comme juste... si ça me tentait pas de travailler ici, mais là je suis pogné pour travailler ici. Puis... Ben c'est ça. C'est comme... C'est un fonctionnaire, mais le fonctionnaire le plus fucking diabolique imaginable. C'est ça qui fait de lui un méchant plus réaliste et plus fucked up que juste un tueur en série, Ghostface ou whatever. C'est lui, il considère qu'il est on the clock, là, genre, il punch. Il punch in le matin pour faire ça. Là, c'est pas comme un... Puis, tu sais, c'est ça, il y a des nets bénéfices pour lui. Là, il vit quand même une grande vie. Puis, il y a beaucoup de ça. Ray Fiennes, qui est un dude super sec dans la vie, puis là, ici, il y a comme une bedaine ostentatoire, mettons, je te dirais. Ouais. Parce qu'il a encore l'air, tu sais, je veux dire, il est en meilleure shape que moi quand même, mais il a l'air super maigre, mais avec comme la bedaine qui pend, genre. Puis il est souvent comme, à un moment donné, il se fait faire un physical par un docteur, puis là, le docteur, il est comme, arrête de boire du cognac, puis, c'est comme, il est vraiment répréhensible sur toute la ligne. Il est même, quand il fait rien, puis il est juste assis là, on l'haït, genre, tu sais, comme, il est une merde à juste être assis là, puis, mais encore là, il est une merde sournoise, il fait partie d'un système. Ça reste un engrenage dans un système. C'est pas Hitler, là, c'est un fonctionnaire de Hitler. Premièrement, je parle beaucoup de la mécanique du film, mais en l'écoutant, il fallait que je pense à la mécanique du film, à quel point c'était bien raconté. Parce que sinon, émotionnellement, je suis juste comme est-ce que c'est terrible? Oh là là, est-ce que c'est terrible? Est-ce que c'est terrible ce qui arrive à ces gens-là? Puis, tu sais, je pense, je vivais ça aussi. Mais justement, le fait que, tu sais, il est un fonctionnaire, le film nous montre, tu sais, quand il nous montre comment la machine pour faire des pots et des chaudrons fonctionne, tu sais, tu pognes un bout de métal, tu mets dans la machine, claque, tout ça. Puis ça devient comme un genre de pierre de Rosette pour le film en entier parce que c'est sur comment la machine nazie était tellement comme une machine bien organisée pour tuer, pour broyer des gens, puis que lui, c'est sa place là-dedans, puisque tu vois tout le temps comme les machines, les trains, les 10 tables avec 10 calepins qui sont posés à terre pour pouvoir faire de la paperasse pour les gens, pour les séparer ou non. Il y avait quelque chose de vraiment qui, en plus de toutes les affaires horribles, qui donne froid dans le dos. C'est comme, est-ce que l'humanité est bonne pour créer un système où qu'il faut comme gérer la destruction d'un peuple? Puis ça, tu sais, cet aspect-là, je trouve que c'est un aspect que tu peux comme amener avec toi maintenant, que ça s'est passé peut-être pas à une aussi grande échelle, mais ça s'est passé ailleurs aussi, puis ça pourrait arriver encore, là, l'efficacité humaine pour ce truc, puis comment ça fonctionne. Puis, puis c'est pas juste les nombreux shots à la chaîne des Polonais se font embarquer dans un train, puis là, tu vois comme un genre de bellboy qui « Ah non, on amène vos valises. » Puis là, tu vois qui amène la valise dans un hangar, puis là, il y a juste une grosse pile de valises, puis là, après, il y a juste une grosse pile d'ustensiles, puis après de vêtements, puis après d'affaires en or, puis de bijoux, puis tout ça. Puis éventuellement, tu vois qu'il y a quelqu'un qui ramasse des dents avec des plombages dessus. Tu sais, encore là, la chaîne de détruire l'humain, c'est constamment présent dans le film, en plus de la chaîne de l'industrialisation qui sauve beaucoup de gens. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis une super bonne façon justement de faire que le film est peut-être plus comestible en restant comme tout de même émotionnellement une hostie de ride. Oui, parce que c'est ça, depuis ce temps-là, c'est sûr qu'en 1993, quand Schindler's List est sorti, on ne pouvait pas vraiment imaginer quelque chose de plus, j'allais dire gritty, mais gritty, c'est peut-être pas le mot que je cherche, quelque chose de plus comme véridique et difficile à regarder que Schindler's List, mais c'est quand même un film de fucking de Steven Spielberg. Fait que, à ce niveau-là, ce que je pense qui est la grande force de ce film et qui était aussi la raison pourquoi les gens étaient... il y avait beaucoup de détracteurs, c'est que ça reste quand même comestible. Ça reste aussi grand public qu'un film sur les camps de concentration va jamais l'être. Puis quand tu fais un film sur ça, spécifiquement sur ce sujet-là, il faut que ça rejoigne le monde, parce que je suis pas souvent dans l'optique que les films doivent enseigner des choses et que c'est leur but. Genre, les films, t'apprends des choses d'un film, c'est parfait,
Mais un film qui est didactique, qui veut te montrer des choses, souvent, c'est pas la bonne approche. Mais ce film-là, ça devait d'être vu par ça. Parce que, tu sais, les films que j'ai vus, mettons, de Camp de concentration par après, il y en a un qui me fait penser à The Grey Zone, qui est un film réalisé par Tim Blake Nelson avec David Arquette, en fait. Film dramatique qui est très bon dedans, David Arquette. David Arquette, Steve Buscemi, Mira Sorvino et le nazi, c'est Harvey Keitel. OK. Puis, ça, c'est un film, que crois-le ou non, qui est plus dur à regarder que Schindler's List, selon moi. Puis là, cette année, il y en a un, je ne l'ai pas vu, mais The Painted Bird, qui est une adaptation d'un livre de Jerzy Kosinski, qui était lui aussi, quand il était un enfant, a survécu à l'Holocauste. Ça a l'air que c'est fucking épouvantable. Genre, tu sais, c'est une torture. Schindler's List, autant que c'est comme, tu sais, pas le fun à regarder, ça reste conventionnellement un film d'envergure, tu sais, un épique d'envergure avec un peu cette sensation-là. Ça veut pas dire que ces scènes-là sont pas super rochantes à regarder, là, ça l'est, c'est souvent extrêmement rochant. Mm-hmm. Mais de la façon que c'est présenté, tu sais, c'est ça, c'est un film que tu peux montrer à des flots au secondaire, puis en donnant le bon contexte, ils vont pas, ils vont comprendre, puis ils vont assimiler comme du monde l'information, tandis que, tu sais, quelque chose de encore plus rough et de peut-être plus réaliste, so to speak, je sais pas, j'étais pas là, je peux pas vous dire, peut être repoussant, là, ça peut repousser le monde. Tandis que, tu sais, Schindler's List, c'était un hit, ça a fait comme, tu sais, 200 millions au box-office, ça a fait comme, je sais pas, là, l'argent d'un... Ça fait 321 millions de dollars, ce qui est comme similaire à un Marvel, je te dirais. Ouais, c'est proche de Marvel, puis le budget est comme 20 en plus. Mm-hmm. Fait que... Et ça aussi, tu vas m'expliquer comment tu peux faire ça avec 20, avec pas de CGI. Là, c'est pas comme s'ils remplissent les scènes les crowd scenes avec du monde fait au compu. Là. C'est toutes des vraies personnes, puis ils ont fait ça avec 22 millions. Ben, en partie, je pense c'est que Liam Neeson n'était pas tant connu, puis Ray Fiennes non plus. Ray Fiennes, il avait juste, je pense que c'est son premier ou son deuxième film. C'est un gars de TV puis de théâtre britannique comme tellement deux le sont. Mm-hmm. Puis, tu sais, Liam Neeson avait fait Darkman, puis il avait fait des rôles de soutien dans des gros films des années 80, Excalibur ou The Bounty. C'était pas une star, là, c'était un acteur comme un autre. Fait que j'imagine que ça coûte moins cher. Ben Kingsley, ben ça, il avait fait Gandhi, puis il avait fait plein d'affaires. Lui, il était connu, tu sais. Puis, étrangement, il a le rôle le plus comme effacé de la chose, là, tu sais. Puis... Le personnage est comme la conscience, puis un peu plus le anchor du film, dans le fond. C'est lui qui est par l'acteur le plus reconnaissable, mais en même temps, c'est tellement, tu sais, comme performance, tu sais, il est comme, j'hésite tout le temps de commenter les performances d'acteurs parce que j'ai souvent pas l'impression d'avoir le vocabulaire pour bien parler de ça, mais il n'y a rien de show-off là-dedans, là. Il est comme... Il est là, entre guillemets. Là, j'aime ça parler des grandeurs des acteurs. Ben Kingsley est tellement petit et chétif comparé à Liam Neeson. Surtout Liam Neeson à cette époque-là, qui n'était pas comme ripped de père là, comme il est maintenant. Là, il est un petit peu plus beef, là, je te dirais. Il est comme un gros trapèze. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Liam Neeson, moi, je vais juste name dropper. J'ai rencontré Liam Neeson, j'ai serré sa main, puis tout. Puis, tu sais, moi, je mesure 6 pieds, puis je pèse au-dessus de 200 livres. Et je me sentais comme une petite vidange là, qui allait me plier comme du linge sale, là. Du linge propre, plutôt. Puis, tu sais, là, tu le vois vraiment dans ça aussi, tu sais, l'aura de Schindler doit être comme ça, tu sais. Il doit rentrer dans une place. Il porte souvent des sous, parce que c'est en noir et blanc. Il porte souvent des sous très pâles, pop. Là. Il contraste avec les gens autour de lui qui sont très, plus dans les guéris puis des affaires plus foncées. Puis quand il parle à Isaac Stern, c'est toujours comme... tu sais, Isaac Stern, il ressemble à Dobby, l'elfe de maison, un peu, genre, comparé à Liam Neeson, tu sais. Il a l'air comme... Ça crée, tu sais, immédiatement, visuellement, ça crée comme un vrai contraste que tu vois, tu sais, comme la relation entre ces deux-là se crée juste à les voir, la seconde que tu les vois, tu sais. Fait que ça, c'est du Spielberg qui fait de la magie, parce que il y a du monde, ça prend un film au complet, puis ils sont pas capables de faire ça, tu sais. Fait. Tu sais, on parle de que le monde, il avait peur que Spielberg artifice trop la patente. Cela dit, il fait pareil, mais je pense qu'il le fait de façon qui sert bien au film parce que, tu sais, il y a des scènes où ce que tu vois Auschwitz, puis tu
vois des gens descendre quelque part, puis là, la caméra panne vers le haut, puis tu vois une longue cheminée avec la boucane qui sort, puis là, tu sais, on comprend tout ça, ce que ça veut dire, puis tu vois on dirait que c'est de la belle neige de gros flocons qui tombe doucement, mais c'est de la cendre. Ça, tu pourrais dire, cette shot-là, tout ça, ces images-là sont comme trop belles. Mais en même temps, quand ces événements-là se produisaient, là, il n'y avait pas des éclairs, puis le ciel était déchiré par ça pour montrer que ça se produisait. Là. Beaucoup de ces atrocités-là se sont passées durant une belle soirée. Puis je trouve que la beauté que Spielberg, surtout avec son directeur photo, Janusz Kaminski, qui est pratiquement comme pas capable de ne pas faire, surtout avec du beau noir et blanc expressionniste allemand au contraste, ces belles shots-là, comme ils servent pareil au film. Tu sais, des bouts, je suis comme, oh wow, quelle belle shot, t'as de belles affaires. Puis, tu sais, mais ça te donne froid dans le dos de savoir que il y a des gens qui sont en train de brûler pendant que ça se produit. Fait que... Ouais. Une des affaires que je me souvenais, c'est la scène, en fait, de la petite fille avec le manteau rouge, là, qui est comme iconique de ce film-là. C'est que, tu sais, il n'y a pas de couleur du tout dans le film. Mais il y a une petite fille qui a un manteau rouge et, ben là, spoiler alert, on peut l'identifier quand elle est morte parce qu'on voit son manteau rouge dans un chariot avec plein de corps dedans. Puis ça, tu sais, cette idée-là est quand même quétaine, je pense. Tu sais, c'est un peu comme... C'est appuyé, là, tu sais. Sauf que comment c'est présenté dans le film? Premièrement, la première fois qu'on la voit, puis la deuxième fois qu'on la voit, il y a comme 1h30 de film entre les deux. Ce que ça, je me souvenais pas, tu sais. Dans ma tête, c'était vraiment ça se passait comme un après l'autre. Puis c'est ça qui est quétaine, tu sais, de faire genre, regardez ça, avez-vous compris? Check, do you get it? C'est ça l'affaire. Regarde, j'ai fait de quoi? Tandis que là, bon, c'est séparé, on a pu penser à cette petite fille-là, tu sais, on fait l'association mentale tout de suite. Puis on revient. Fait que, tu sais, même des choses qui sont comme que je voudrais appeler larmoyant ou exagéré de sentimentalité. Mais je veux pas dire ça parce que, tu sais, je veux dire, c'est le fucking Holocauste, là. Genre, on peut pas rendre ça larmoyant ou plus, tu sais, ça n'a pas de sens, ça, c'est impossible. Quoique Roberto Benigni, passé proche en esti. Mais. Ouais. Il a été au bat, là, lui, là. Ouais, c'est ça. Lui, il m'a entendu dans le passé, puis il a fait. Ha ha! Oh, buongiorno! Il a sauté, il a fait un backflip, il a fait. OK, ça colle, this a challenge! Ha ha! Mais tu sais, il y a aussi une scène d'un petit gars qui veut se cacher, puis il saute dans une toilette pleine de marde. Là, dans une latrine. Puis là, il y a d'autres enfants qui sont là. Hey, c'est nous autres qui cachons ça. Ouais, des calices. Ça aussi, genre, tu sais, j'imagine, mettons, Alejandro González Iñárritu qui fait ça, genre. Puis je suis comme. Ah, tu sais, il fait ça dans un film, puis là, je m'en vais au Mexique le kicker d'un chenol, tu sais. Mais dans le film, ici, c'est comme, ah ouais, ok, tu sais, ça fonctionne, là, tu sais. C'est ça une joke. C'est ça une joke dans Schindler's List, c'est tu te caches dans la marde d'une latrine pour échapper aux nazis, puis il y a déjà du monde caché dans la marde pour dire, hey, Chris ton camp, c'est nous autres, ça. Ouais, c'est pas... On rit, mais c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle, mais c'est quasiment drôle que ce soit ça une joke pour Schindler's List. Ben, ouais, c'est ça, c'est que c'est présenté comme... c'est une scène avec un punch, en tout cas. Ouais, absolument, ouais. Ça, c'est le punch. Après ça, de dire que c'est peut-être une joke, je vais laisser Spielberg trancher là-dessus. Mais c'est ces choses-là que j'étais comme, ouh, ça va peut-être... Je m'en souviens, puis j'ai l'impression que c'est quand même quétaine. Je trouve un peu que la fin, donc à l'épilogue du film, où est-ce qu'on voit les Schindler Jews, là, le Schindler Juden, qui est encore vivant en 1993, qui visitent la tombe de Schindler, puis ils mettent des roches dessus. Je trouve que ça, c'est un peu... C'est trop comme un happy ending, tu sais. Je trouve que le film n'a pas besoin de ça. Après ça, tu sais, évidemment, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait tordre un bras pour le faire, là. Mais je trouve que ça finit sur une note d'optimisme et de positivisme que je pense que le film n'a pas à sa grande... C'est une bonne chose de Schindler's List que ça finit. C'est pas un film de positivisme, justement, de genre on est dans un camp de concentration, mais on va faire semblant que c'est un jeu comme Roberto Benigni. En même temps, le monde a décidé, ces gens-là, c'était important pour eux autres, ce film-là, c'est de voir non seulement le pire moment de ta vie, mais le pire moment de la vie de tout le monde que tu connais. Là, genre, si tu additionnes toutes les vies de marde de tout le monde que tu connais, ça peut être aussi éprouvant que ça.
il y a quelque chose de cathartique là-dedans, j'en conviens. Sauf que moi, je trouve que comment ça vient dans le film, c'est un peu... c'est quelque chose que Spielberg va revisiter de façon entièrement fictionnelle dans Saving Private Ryan, qui commence et qui finit dans un cimetière aussi, qui est aussi une affaire qui est de Matt Damon avec full de maquillage. Me semble, c'est-tu un vieux monsieur ou c'est Matt Damon avec full de maquillage? Je crois que c'est un vieux... Je crois que c'est Matt ouais. Damon qui morph en vieux monsieur. Je ne crois pas que ce soit lui. C'est ça, ok, ouais, ben, bref, là, peut-être qu'on devrait faire Saving Private Ryan, là, on fait ça pour la semaine prochaine. Ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. Écoute, je ne l'ai jamais vu. Fait que je serais prêt à le faire. Bon, ça aussi, c'est pas le fun, mais tu sais, il y a Vin Diesel dedans. Fait que c'est toujours un peu plus le fun que Schindler's List. Il n'y a pas Vin Diesel. Je sais pas, on avait un choix initial, mais peut-être qu'on peut essayer de loop back à Saving Private Ryan par notre choix de la semaine prochaine. Mais en tout cas, avant qu'on en parle, oui. Moi, je trouve que cette scène-là, premièrement, quand je l'ai vue, la scène de fin, j'ai pensé à toi quand tu dis les hosties de films qui finissent avec la photo de la vraie personne dedans. Est-ce que j'aime pas ça? Puis moi, quand j'ai vu ça, ça m'a frappé que je suis comme ceci est la meilleure version possible de cette proposition-là. C'est d'avoir comme les acteurs qui sont à côté des vraies personnes. Puis j'ai honnêtement trouvé ça beau, mais en même temps, quelqu'un qui me dit. Puis tu sais, moi je comprends que ce qu'il veut dire avec cette scène-là, c'est comme ceci est un film, cependant, c'est arrivé pour de vrai. Et ces vraies personnes-là sont encore là aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est l'affaire la plus importante. Mais en même temps, quelqu'un qui me dit là, la couleur revient, c'est un peu trop modelin, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, je peux pas ostiner ça. Je peux absolument pas ostiner ça. T'sais. Mais tu sais, tu me fais rappeler que j'haïs vraiment ça quand qu'il y a une chose qui est inévitable, qui va toujours arriver. L'acteur est une photo de la vraie personne qui le joue, puis là, avec un genre de toune, puis là, ça écrit quelque chose. C'est ça qui arrive, t'as raison, puis j'haïs tout le temps ça, puis je pense que, tu sais, même si c'est pas exactement ça, ça a la même fonction. Puis c'est venu me gosser de la même façon. Mais ça, c'est peut-être un me problem, pas un Schindler's List problem. Non. Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment comme la meilleure version de ça. Puis j'ai trouvé ça même... Non, ça a vraiment fonctionné pour moi. Tu sais, j'imagine aussi voir ça en salle. Puis c'est comme ça close probablement mieux la patente aussi en salle. Quand je l'écoute chez moi en train de squirmer et d'être comme oh, câlisse que c'est terrible ce qui arrive. Il y a quelque chose de tout de même satisfaisant pas satisfaisant, mais quand tu vois des affaires terribles arriver à des personnages que tu veux qu'ils s'en sortent, mais que tu le sais que ça peut juste aller pire jusqu'à ce qu'il y ait un certain point dans le runtime. Tu le sais, historiquement pire, que c'est comme... J'ai pas besoin d'imaginer, d'essayer d'espérer que ce couple-là va être encore ensemble ou qu'ils vont survivre. Là, mais même là, je suis comme triste de les voir se faire séparer ou peu importe ce qui arrive. Mais tu sais, il y a même une scène à un moment donné, il me semble, où il y a du monde qui sont comme debout en rond, là, je sais pas trop, là, c'est la récréation. Pas la récréation, mais tu sais... Puis il y a une femme qui dit comment, tu sais, ça peut pas être pire que ça, là. It can't get any worse. Puis là, ça devient. C'est juste avant qu'ils se fassent mettre dans le train puis qu'ils se font envoyer à Auschwitz. Je veux dire, ça encore, c'est appuyé en esti, là. Genre, si n'importe quel autre film ferait ça, je serais comme, OK, là. Moi, en tant que personne qui vit en 2021, je sais que it can get worse, là, and it's about to get worse. Mais tu sais, je sais pas, quand je te dis, ce film-là prend plein de swings où ce que n'importe qui d'autre, que c'est un chouïa plus quétaine, je serais comme... Je serais détruit. Là, ça serait l'affaire la pire. Il y a un film notoire qui n'a jamais sorti qui s'appelle The Day the Clown Cried de Jerry Lewis. Qui est un film que Jerry Lewis a réalisé dans les années 70 où est-ce que lui joue un clown juif qui est utilisé pour amuser les enfants dans un camp de concentration et les amener aux chambres à gaz. Et quand ce film-là a été terminé, les gens ont fait ça n'a pas de crise de bon sens. On ne peut pas sortir ça. Tu sais, ça n'a pas de crise de bon sens comment tu t'es planté, Jerry, genre, à quel point descended femme, là, genre, tu sais, c'est comme... Il y a certaines personnes qui l'ont vu, Harry Shearer l'aurait vu,
Serge Gainsbourg l'a vu, mais là, il a pris ces secrets-là avec lui. Ouais, il peut pas venir pour un spoiler. On peut pas l'interviewer pour un spoiler special. Là. C'est ça serait fucking sick. Imagine, hein, genre, t'écris à Gainsbourg, puis là, tu fais un zoom avec Gainsbourg. Ouais. En tout cas, mais c'est ça, tu sais. Puis ce film-là, sensiblement, de ce que j'en sais, vu que très peu de gens l'ont vu et même les gens qui l'ont vu en parlent pas vraiment, et d'à peu près toutes les choses que j'ai peur de voir dans Schindler's List. Là, des shit quétaines larmoyantes, de mauvais goût, excessives, tout ça. Je sais pas, là, Jerry Lewis est décédé. Puis les gens pensaient que une fois qu'il allait mourir, ça allait comme libérer le film dans l'éther. Mais ça a l'air, selon le fils de Jerry Lewis, il n'y a pas de copie existante terminée. Il y a des workprints dégueulasses qui existent, puis même là, ils n'ont pas été gardés en vie. Donc, on va probablement jamais voir The Day the Clown Cried. Release de Lewis Scott. C'est tout ce que j'ai à dire. Hashtag release de Lewis Scott. The Other Side of the Wind, là, le film de Orson Welles qui a été acheté par Netflix et comme que Netflix ont mis tout l'argent pour le terminer, a passé, c'est la même année, en fait, je pense que c'est 1972 les deux, a passé autant de temps dans les limbes, puis éventuellement est sorti, existe, on peut aller, je peux aller m'asseoir dans mon lazy boy, peser sur mon sel, puis le regarder, même si pendant quasiment 50 ans, c'était inconcevable. Never say never, mais en même temps, je sais pas, je pense que Schindler's List a quand même... D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Adam Resurrected. Paul Schrader qui a écrit Taxi Driver, qui a réalisé First Reformed, puis tout ça. Avec Jeff Goldblum et Willem Dafoe, qui est essentiellement le même concept que The Clown Cried. C'est-à-dire, Jeff Goldblum est un clown de camp de concentration. Puis, my God. Je l'ai vu, puis je m'en rappelle pas en tout. Imagine, je l'ai regardé, ça m'a aucunement marqué, fait que ça doit être mauvais sur un esti de temps, parce que genre... C'est juste mauvais plate, là, parce que j'ai aucun souvenir, j'ai pas d'image qui me viennent en tête, rien. Je sais que je l'ai vu, puis that's it. Fait que tu sais, il y a moyen de se planter aussi avec des films sur l'Holocauste, là. C'est pas du smooth sailing. Fait que considérant ça, tu sais, ce film-là, c'est un triple miracle, là, quasiment. Là, tout ce qu'il essaie de faire puis qu'il réussit pour la plupart ou de façon vraiment efficace. Fait que je pense que, ultimement, les voyeurs de vue recommandent Schindler's List. Si vous ne l'avez pas vu. Quand on avait décidé de le faire, il était sur les plateformes, mais là, il est disparu des plateformes habituelles. Alors, moi, je l'ai loué sur iTunes. Alors, vous pouvez le trouver là. J'imagine qu'il va revenir sur une des grosses plateformes éventuellement. Il est souvent en rotation. Je pense que c'est pas quelque chose qui disparaît longtemps. On est juste mal timé. Mais il va revenir, d'après moi. Des Spielberg, ça tombe pas dans les limbes trop longtemps, d'après moi. Oui, absolument. Fait que c'est ça, c'est à voir. Je pense que moi, ça manquait à ma culture parce que, tu sais, j'ai réalisé que j'ai vraiment un trou de Spielberg sérieux. Comme ces films sérieux, je les ai vraiment comme pas vus beaucoup, là. En général, on pourrait te dire, il y en a que dans ta vie, en général, t'as évité de regarder des films qui sont pas le fun. Je crois que ce serait une affaire très juste à dire. Des films qui sont... J'aime ça écouter des films qui sont le fun, écouter des affaires qui sont le fun. Des affaires qui sont moins le fun, j'embarque dans le train de pas le fun et je le vis très fort. Fait que je dirais que j'évite ça. Et peut-être que c'est bon pour moi, justement, d'en absorber plus. Ouais, je dirais que j'évite ça, mais là, regarde, à tout le moins pour les films de Spielberg, je devrais faire un effort. Là. Regarder Munich, toutes ces affaires-là. Mais tu sais, moi, j'étais meilleur dans ça avant, quand j'étais plus jeune. Tu vas au club vidéo, tu loues 4 films que tout le monde te dit qu'ils sont bons. Les 4 durent 3 heures chaque, sont tous, tu sais, genre... Puis là, je fais juste ça de ma fin de semaine, je regarde, genre, tu sais, Ran de Kurosawa, puis je regarde, tu sais, juste des longs films... pas laborieux, mais tu sais, je regarde Once Upon a Time in America, puis je regarde The Mission, puis je suis juste comme wow, fou, tu sais. Là, je fais moins ça, tu sais, j'essaie un peu plus de varier. On a déjà parlé des concepts, des variations de visionnement. De visionnement. Fait que là, comme cette semaine, j'ai regardé Jiu-Jitsu avec Nicolas Cage. Oh yeah! Puis là, après ça, tu peux prendre un petit break de Nicolas Cage, tu sais. T'as pas besoin d'en mettre. C'est comme du poulet frit, justement. Tu en manges de temps en temps, ça peut pas devenir la chose que tu fais. T'sais. Non, ça, c'est pas jouer avec le feu, c'est sauter dans le feu. C'est ça. C'est comme justement après ça, là, il a fallu que. Après avoir écouté Schindler's List, comme bon, je suis dû pour écouter
l'épisode de Mandalorian avec beaucoup de Baby Yoda, mais aussi avec Timothy Olyphant dedans. Là. C'est ça que j'ai besoin. Là. Toutes les fois que tu as de la tristesse maintenant, tu vas juste. Tu t'injectes du Olyphant. Ouais, j'ai besoin de ça. Là, justement, je viens de finir Justified, fait que là, c'est gros morceau. Un film qu'on pourrait faire pour aller voir le mais on n'est pas pressé, là, je pense. Hein, parce que j'écoutais un podcast, Block Party, qui est un podcast de Vancouver, là, avec des humoristes de Vancouver. Puis les autres, ils parlaient. Il y a un des deux animateurs de Block Party, il regarde 3 films par année. Tu sais, c'est vraiment pas un dude de cinéma. Puis il a regardé The Girl Next Door avec Timothy Olyphant et Alicia Cuthbert. Alicia Cuthbert, qui est un film que j'ai pas vu quand c'est sorti. Tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, c'est weird ça, pareil, le concept que ce film-là existait. Tu sais, Puis Timothy Olyphant qui est aussi dans Go. Ça, c'est un des films que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Puis je pourrais pas te dire pourquoi, là, jamais juste à regarder Go. Peut-être injecter du Early Olyphant, mais là, on n'est pas. Ça pourrait nous enlever de notre but, là, qui est de se rendre, évidemment, au Snyder Cut. Oui. Ça va être pour plus tard. Ça va être pour plus tard. Mais tu sais, justement, aussi, j'avais power watché la fin de la saison de Justified parce qu'il quittait Amazon Prime. Mm-hmm. Mais il est sur l'application. Si vous avez l'application ctv.ca, tu as accès à plein de films. Ouais. C'est d'ailleurs une de nos auditrices, Marie-Lise Hamelin, qui m'a donné, qui m'a parlé de ça. Mm-hmm. Parler de certains films qui étaient en ligne. Je crois que tu la connais, n'est-ce pas, Alex? Oui, je la connais. C'est ma copine. Oui. Puis ouais, là-dessus, cette semaine, elle a fait une liste sur Letterboxd, si vous voulez aller voir, des films qui sont sur CTV Movies. Mais justement, il y a aussi... tu as accès à d'autres pans de CTV, puis il y a une affaire qui s'appelle CTV Throwback, qui est juste des séries télé qui sont comme, tu sais, des terminées ou des vieilles séries. Puis justement, là, c'est gratuit, fait qu'il y a des pubs quand tu l'écoutes. Ouais, mais justement, Justified, il est là en entier. Et, fait que là, si jamais quelqu'un voudrait... J'ai regardé Justified, j'ai dû regarder 1 ou 2 saisons. Justified, c'est un de ces choses que quand j'ai dit bon, on regarde ça, j'étais déjà un petit peu trop en retard. Ça, c'est un gros problème dans ma vie. Là. Je suis facilement déjoué par le fait qu'il y a une émission à 4 saisons, mettons. Fait que là, je suis comme C'est juste imaginer qu'il faut que je passe comme 80 heures à avoir du plaisir à regarder ça. Ça me détruit à l'intérieur. Mais tu sais, Justified de 6 saisons. Et excepté la 5e saison où le méchant principal est Michael Rapaport qui joue un redneck de la Floride, c'est tout pas mal bon, mais les 2 premières saisons, je pense que c'est le haut du show. Mais mettons que quelqu'un serait curieux de l'écouter et qu'il ne veut pas se clencher. La première saison est plus anthologique. Le 4e épisode de la première saison qui s'appelle Long in the Tooth, c'est comme, tu peux l'écouter stand-alone, puis c'est une super bonne histoire qui met... Puis aussi, l'affaire que justement pour les fans de cinéma, c'est que Justified, c'est un gros festival de character actors, tu sais, des faces que tu connais, puis que justement, dans des épisodes stand-alone qui jouent un rôle, puis là, justement, Alan Rock, qui est dans Ferris Bueller, est comme le rôle principal de cet épisode-là, tu sais, un dentiste fugitif. Il est maintenant dans Succession, que j'ai hâte que ça revienne, Succession. Je suis extrêmement... Ça, c'est le... Tu sais, j'écoute pas beaucoup de séries, là. Mais Succession, ça, j'étais down à chaque semaine, puis j'ai hâte que ça revienne. Là, je pense qu'ils en font plus à cause de la pandémie. Puis, ils doivent recommencer bientôt. Timothy Olyphant, là, il y a juste, tu sais, c'est comme avant qu'il devienne le dude qu'on le connaît maintenant, il était dans plein d'affaires que je me souviens pas, tu sais, comme, c'est lui Hitman dans Hitman. Tu sais, je l'ai vu, ce film-là, j'ai aucune conception de comment il agit, comment il existe, tu sais. Tant qu'à moi, c'est une personne entièrement différente de la personne qui est justement dans Justified ou dans... Santa Clarita Diet. Ou Deadwood ou ces affaires-là. Ouais, d'ailleurs, Hitman est souvent son go-to en entrevue de « Ouais, c'est quoi, j'aurais pas dû faire ça. » Mais c'est le pareil. Bref, là, on s'éloigne de Schindler's List et on termine l'épisode. Avant que les gens entendent le beau thème de fin de Michael... Michel Onéric. De Michel Onéric. On remercie pour nos thèmes. Est-ce qu'on peut dire c'est quoi le prochain film qu'on va voir la semaine prochaine, mon cher Alex? Et on avait dit que ça allait probablement être Darkman de Sam Raimi.
Qu'on utilise justement Liam Neeson exact. pour sauter à Darkman. Exact. Parce que là, ça va nous donner Sam Raimi et Francis McDormand aussi. Ce qui nous ouvre quand même un certain pan de cinéma. C'est juste que, tu sais, comme mettons qu'on discute de ça, si on va à Sam Raimi, puis là, on va regarder Evil Dead. C'est hot, Evil Dead, mais là, après ça, il faut suivre Sam Raimi ou Bruce Campbell. T'sais, on est pas mal pognés. Ouais. Je pense c'est un des problèmes de la tactique, c'est que ça nous met difficilement dans des films où, mettons, les acteurs n'ont pas fait grand-chose. Parce qu'une fois qu'on se met là, on est pognés, on ne peut plus sortir. C'est pour ça que ça va être difficile d'aller dans, mettons, des séries de slasher ou des trucs comme ça, mais on espère qu'éventuellement, les cinémas vont rouvrir et qu'on n'aura plus besoin de faire ça parce qu'on va être forcé d'aller voir, je sais pas, là, des films de Melissa McCarthy samedi matin. J'en parle tout le temps, mais c'est que j'ai hâte. Je sais que j'ai hâte que ça revienne à ça. Là. J'ai tellement hâte d'aller voir un film chrétien avec toi au Cinéplex Forum, puis qu'on va manger du chinois. Ça, on avait mangé chinois rempli de MSG après. C'est que j'ai hâte. Pas rien que manger du chinois assis dans le restaurant chinois. Oui, avec la table est wobbleuse, là, puis là, t'as des. Puis là, tu prends des baguettes dans un petit sac en papier, puis tu fais. Puis là, tu les laisses là. T'es pas prêt avec, ils sont pas dans ta poubelle après. Ils sont pas ton problème, car tu es à l'extérieur de chez toi. Ça va être glorieux. Puis on va pouvoir commencer à faire des épisodes enregistrés au McLean, du qu'on crie en buvant. Avec des masques, sans doute, mais bon. Avec des masques. Mais bref, en attendant, merci beaucoup encore à vous tous qui nous écoutez. Sans dire trop de chiffres, nos downloads commencent à grandir un petit peu lentement, mais sûrement vous êtes au rendez-vous. On est super content que vous soyez là. Donnez-nous des 5 étoiles ou des reviews sur les plateformes de votre choix. Laissez-nous savoir aussi quel film peut-être vous aimeriez ça qu'on parle à l'avenir. On va mettre ça dans la banque, voir si on peut s'y rendre. Mais en attendant qu'on se rende à Darkman la semaine prochaine, Alex, les gens ils te trouvent où sur Internet? Oui, sur cultmontreal.com pour tout ce que j'écris. Cette semaine, il y a beaucoup de films qui sortent, donc dirigez-vous vers ce site pour voir ce que j'en pense. Ensuite, sur Letterboxd et sur Instagram, je suis Why Does It Exist et sur Twitter, je suis Alex Rose avec 2 petites barres en dessous à la fin. Pour ma part, c'est Yannick Belzile sur Instagram où il y a mes dessins que vous pouvez me commander. Il y a aussi Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture. Je finis par retweeter ou liker beaucoup d'affaires que je vais parler dans les voyeurs de vue. Alors, c'est un petit sneak preview, ainsi que sur Letterboxd où vous allez voir les films ce dont je parle. Et c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et en attendant, allez voir des vues. Yeah. Les voyeurs.